Amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, autour de cette table, la Dream Team de l'analyse politique, on a sélectionné pour vous que des numéros 10. Il y a une équipe rouge et une équipe bleue. C'est un match Figaro-Libération, match amical mais match tout de même. Dans l'équipe des Bleus, on retrouve Aziz Lecor, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro. À côté de vous, Yves Tréhard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro. Merci d'être sur ce plateau. Alexandra Schwarzbrod, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous êtes aussi romancière. Je renvoie à votre livre Les Lumières de Tel Aviv. C'est à retrouver aux éditions Rivage. Et Jonathan Boucher-Petersen, ça va ? Ça va pas mal, ouais. Vous êtes un habitué, éditorialiste politique à Libération. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si 2024 sera l'année de Donald Trump, qui voit les affaires et les candidatures à la Maison-Blanche se multiplier face à lui. Si 2027 sera celle d'Édouard Philippe, qui nous a envoyé une carte postale cette semaine. On s'interrogera aussi sur l'état de notre démocratie. Et puis on fera le bilan du bras de fer autour de la réforme des retraites. Mais d'abord, la séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, l'horreur, l'abomination en plein cœur de la ville d'Annecy. Ce jeudi, près du lac, un homme armé d'un couteau a attaqué un parc pour enfants. Il a été ensuite interpellé par la police. Sa nationalité syrienne, son statut réfugié en situation régulière. Quelques minutes après l'événement, certains responsables politiques se sont empressés de tirer des leçons de cette affaire. Écoutez. Autrefois, les demandeurs d'asile fuyaient leur pays pour échapper à la mort. Désormais, ils quittent leur pays pour tuer nos enfants. Alors, bien sûr, demain, on vous parlera de décence. On vous dira que ce n'est pas le moment de parler des coupables ni des victimes, qu'il faut attendre. Mais je vous le demande, ne vous laissez pas intimider. Il y a aujourd'hui une gestion catastrophique de l'asile en Europe. Donc ce sont les règles européennes qu'il faut changer d'abord ? Il faut changer les règles françaises et il ne faut plus se soumettre à des règles qui nous sont imposées, qui sont inadaptées. C'est assez éloquent comment certains, très chauds, se sont refroidis quand on a su un peu plus de choses sur cet homme. C'est-à-dire qu'on touche quelque chose, que nous sommes une nation. Il y a des choses qui sont symboliquement puissantes, d'ailleurs qui touchent même au-delà de nos principes républicains. Des enfants en bas âge, c'est du jamais vu. L'horreur atteint un niveau et tout le monde s'est un peu arrêté un instant. Ça ne veut pas dire que le débat politique continue pas. Donc il faut, surtout quand on a peu d'informations, garder cette décence. Ce qu'on sait à l'heure où l'on se parle, c'est que l'agresseur est un réfugié syrien de 32 ans de confession chrétienne, donc ni terroriste ni islamiste. Il agit sans mobile terroriste apparent, selon le parquet. Mais évidemment, tout ça peut très vite évoluer. Yves, vous avez fait un édito dans votre journal, Le Figaro, ce vendredi. Pour vous, l'émotion ne doit pas empêcher le débat. Jamais. Sinon... On parle de temporalité aussi. Là, voilà. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite ? Il faut arrêter ces pudeurs de jeunes filles, ça n'existe pas. Et puis, quand on vous dit ça, c'est que ça arrange l'un ou l'autre camp, d'ailleurs, à chaque fois. Bon, non, il y a des questions. Après, il faut que les questions soient pertinentes. Et quand j'écoute Éric Zemmour ou quand j'écoute certains qui, immédiatement après... pensant que c'était peut-être un attentat islamiste et tout, partent comme un seul homme. Là, évidemment, il y a... Mais ça n'empêche pas de se poser des questions sur le droit d'asile. Parce que les questions sur le droit d'asile, elles préexistaient à cette tentative d'assassinat, néanmoins. Le droit d'asile est un problème pour tous les pays aujourd'hui européens et qui ont bien du mal à s'accorder pour le faire... pour être d'accord entre eux sur ce que doit être l'asile, d'abord pour appliquer aussi les règles. On va y revenir, mais juste vraiment sur ces interventions politiques. Moi, je crois que c'est tout à fait, je vais vous dire une chose, c'est hypocrite que de dire l'émotion doit empêcher la réflexion. Non, c'est ridicule. Alexandra, vous avez aussi fait votre édito du vendredi sur cette affaire. Pour vous, il y a de la récupération politique dans cette histoire. Évidemment. Vous avez parlé de débat, mais là, je n'ai pas entendu d'ouverture, de démarrage de débat. Non, ce sont des hommes politiques qui ont asséné des messages qu'ils ressassent en permanence. Je pense à Éric Zemmour, je pense également à Eric Ciotti. Ce sont des messages qu'ils ont ressassés tout l'hiver et avec une sorte d'impatience et d'aigreur, parce qu'évidemment, les thèmes de l'immigration ont été totalement éclipsés
par la crise politique et sociale générée par la réforme des retraites. Donc on voit bien qu'il y a des tentatives à certains moments de récupérer ce sujet-là, de le remettre à la une, et même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui pousse pour un projet de loi sur l'immigration. Donc on voit bien qu'il y a cette envie de remettre en permanence ce sujet sur le devant de la scène, sur les priorités, alors que les Français, quand on sonde les Français, c'est pas du tout leur préoccupation première. Leur préoccupation première, c'est le pouvoir d'achat, c'est le travail, c'est évidemment le climat, mais ce n'est pas du tout l'immigration. Vas-y, il y a un côté un peu opportuniste aussi là-dedans, dans cette réaction rapide après l'événement. Je ne crois pas en la récupération politique, parce que le rôle précisément du politique, c'est de se saisir des signaux faibles qui existent dans la société et de créer des débats autour de ces questions. Là, il se trouve qu'en effet, le droit d'asile doit être débattu, il va être débattu avec le projet de loi immigration. Donc, pour l'automne, prévu pour l'automne. C'est une thématique importante. Et l'immigration fait partie des thématiques qui sont chères aux Français. Il y a un sondage récent paru dans le Figaro, fait par Odoxa, qui disait que 74% des Français considéraient qu'il y avait trop d'immigration en France. Donc on voit que c'est une préoccupation première pour les Français. Jonathan, même question. Est-ce que, voilà, ce que dit ma team, l'équipe à droite, c'est voilà, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a un sujet, l'immigration, et il faut l'ouvrir. Il n'y a pas vraiment de délai de décence, comme évoque Alexis Corbière. Il est déjà ouvert. Deux, les débats qui s'ouvrent sur des moments d'effroi et de sidération. La question de l'asile, elle ne se pose pas à l'aune de est-ce qu'on fait rentrer des meurtriers sur le sol européen. C'est pas ça du tout. C'est la question, effectivement, de la soutenabilité pour un certain nombre de populations qui ont un avis souvent de plus en plus tranché sur ces questions-là. C'est pas parce qu'il y a 74% sur un sujet que ça en fait une préoccupation majeure. Ça veut simplement dire que sur ce sujet-là, les gens ont des positions très tranchées. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus important que d'autres sujets, urgence écologique, inflation et tous les sujets sur la table. Donc oui, il y a des positions assez aiguës sur la question de l'immigration. Mais moi, je veux bien être la jeune fille qui a des pudeurs et qui les assume. Parce que franchement, je ne vois pas ce que disait Alexandra. C'est comme ça que la gauche a perdu beaucoup de terrain et a perdu des voix. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que la droite en regagne tellement et elle n'est pas en très bon état aujourd'hui, sauf, je ne sais pas où vous situez la droite, mais en tout cas... Il ne s'agit pas de la droite. Le gouvernement... Encore une fois, moi, je pense qu'il y a un enjeu à faire nation à un certain moment. C'est-à-dire... Faire nation. Quoi faire nation ? Laissez-le terminer, je vous redonne la parole. Faire nation. En quoi ça fait... Jonathan, allez-y. Dites-moi quelle prise de parole a fait progresser votre réflexion, votre connaissance du sujet, la capacité des décideurs publics à prendre des décisions. Yves, laissez-le terminer, je vous redonne la parole. Jonathan, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais, mais donc du coup, quel est l'intérêt de ces prises de parole alors ? Parce que vous dites, on peut faire tout en même temps, la preuve que non. La preuve que non, qu'est-ce qu'il y a ? Sauf qu'il pose. Quelle est la prise de parole de responsable public ? Il pose mal les questions. Ah oui, d'accord, ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ont... Moi j'ai une question. Les amis. Moi j'ai une question. Jonathan, j'ai une question sur le timing. Je me rappelle de Mohamed Merah en 2012. Il y avait eu un moment de recueillement national. Il y avait national. eu 48 heures, je crois, de recueillement national. La campagne électorale avait été suspendue. Est-ce que la société a changé ? C'était ridicule. C'était ridicule. Écoutez, Mohamed Merah, bon d'accord, on s'arrête. On était en pleine campagne électorale, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs à tous les candidats ou les principaux candidats d'aller, je me souviens très bien, il pleuvait comme vache qui pisse à Toulouse pour rendre un hommage. Bon, c'était aussi d'une certaine façon de la récupération politique, parce que celui qui n'y était pas, pensait perdre du terrain face aux autres. Mohamed Merah, c'est quoi ? C'est très intéressant. Mohamed Merah, se poser les bonnes questions au bon moment, je crois que c'est utile. C'est vrai que Mohamed Merah, par exemple, a été le début d'une vague d'attentats en France qui, les uns après les autres, peu ou prou se ressemblaient et avaient les mêmes motifs. Donc là, je trouve que ce qui serait intéressant, ce ne sont pas les interpellations de M. Zemmour ou de M. Ciotti qui, un, font évidemment de la récupération politique, qui, deux, sont à côté de la plaque complètement, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce qui s'est passé, ils parlent beaucoup trop tôt. C'est le problème de réagir à chaud. La question, c'est est-ce qu'il faut réagir tout de suite ou attendre quelques jours ? Oui, mais on peut. Vous faites la démonstration. Par exemple, l'édito que j'ai fait ce matin, moi je ne suis pas homme politique ni engagé politiquement sur le plan militant, mais l'édito que je fais ce matin, comme Alexandra peut faire le sien, et c'est tout à fait normal, l'édito que je fais ce matin, c'est pas parce que c'est vrai qu'il y a de l'effroi, il y a de la sidération, il y a de l'horreur, ce qu'on ne peut pas se poser quand même des questions sur l'asile. Et ces questions existent. Personne ne dit ça. La question telle qu'elle est posée, c'est justement la question du timing. Il n'y a aucune urgence à occuper le terrain dans les heures qui suivent un drame pour aller dire des choses qui, quelques heures plus tard... Mais vous savez très bien comment ça se passe. Mais on peut avoir le cynisme de j'ai tout vu et dérivons, continuons à dériver. Moi, j'ai encore un peu d'espoir sur cette question-là. Anticipe sur les un journaliste, il traite les faits. Alors, sur le fond, allons peut-être sur le fond. Alexandra. Sur le fond, cet homme, en plus, était en situation régulière. Voilà. Alors, c'est pas évident. Ça, je pense qu'il faut le Mais même ça, on sait pas. Alors,
serait génial de tirer des conclusions. Alors À chaque fois, l'enquête est en on sait cours, pas mais trop. pour l'instant, ce qu'on sait à l'heure où l'on se parle, c'est que c'est un homme en situation régulière. Il a obtenu l'asile en Suède et il est allé ensuite en Il y a France 10 ans. où il a obtenu l'asile il y a 10 ans en Suède et ensuite il s'est Alors, je vous rendu invite à aller à voir- France. Je vous Alexandra. invite à aller voir le règlement de Dublin, puisque c'est la première chose que j'ai faite hier. Le règlement de Dublin, c'est très simple. Vous avez des conditions qui autorisent à naviguer d'un pays à l'autre. Pour naviguer d'un pays à l'autre, pour aller d'un pays à l'autre, quand vous avez obtenu votre statut de réfugié dans un pays donné, pour circuler, il faut soit que vous ayez une offre d'emploi, soit que vous ayez une nécessité Et familiale. ça, il faut le remettre en cause, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Non, je dis pas que... Non, pas du tout. La possibilité pour un Est-ce qu'il était réfugié dans en ce situation cas-là, régulière de est-ce que circuler d'un cet pays à homme l'autre. était dans ce cas-là? Non, il n'était pas dans ce cas-là. Surtout que si vous n'avez pas ces conditions-là qui sont remplies, vous n'avez la possibilité de sortir du pays dans lequel vous êtes réfugié que pendant 3 mois. Alors peut-être a-t-il fait des allers-retours, je ne sais pas, mais il y a quand même des questions qui doivent se poser. Alexandra, Et- quelles et questions je sais doivent pas, se poser peut-être, quoi. Jonathan, juste mais- votre collègue, Moi, Alexandra, et puis je vous donne la parole ensuite. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que ce sujet de l'immigration est un sujet trop sensible, trop important. Il est important, même s'il n'est pas en tête de priorité des Français, il reste important. Et je pense qu'il est justement, il est trop important pour être traité comme ça, de façon aussi simpliste que ce qui a été fait jeudi juste après cette tragédie, et de façon aussi haineuse. On voit bien, c'est ça le problème. On voit bien d'ailleurs le débat là entre nous. Ce sujet ne peut pas être traité sans qu'immédiatement il y ait des invectives et des propos haineux. Alors, ce qui n'a pas été le cas ici, bien heureusement, mais c'est Et comment vous grave. expliquez Et ça, c'est que dommage. le débat ne puisse pas être serein? Parce que c'est un sujet compliqué, et c'est vrai que la gauche, pour le coup, gagnerait à s'en emparer, mais de façon dépassionnée, Sujet de l'immigration. en remettant le sujet de l'immigration, en remettant le sujet sur la table et en le traitant avec calme et sans agressivité, sans haine et sans propos définitifs. Azilis, vous Pareil êtes pour la d'accord? droite, d'ailleurs, Vous êtes exactement. d'accord Et sur pareil la pour la droite, le bien positionnement sûr. de la gauche vis-à-vis de l'immigration? Oui, on a vu que la pauvre Carole Delga, qui a tenté d'en parler, certes maladroitement, avec quelques erreurs. Vous parlez de l'immigration, hein, c'était pas sur l'affaire, c'était pas sur Annecy, vous parlez de Oui, de Carole Delga sur l'immigration. On voit que la gauche, en fait, ne peut pas parler de cette thématique parce qu'il y a des courants contraires et donc ça crispe tout de suite ce camp. On en reparlera peut-être après quand on parlera de Jean-Luc Mélenchon. Mais sur le fond du problème, récemment, Emmanuel Macron a parlé de décivilisation. Je crois qu'on pourrait parler peut-être de brutalisation. Alors, ça ne vient pas de Norbert Elias, cette fois, ça vient plutôt de Georges Mauss, qui, pour le dire brièvement, après la Première Guerre mondiale, expliquait qu'il y avait une accoutumance de la société, des sociétés qui avaient connu la Première Guerre mondiale, à la violence. Et ça a permis, en gros, d'installer la matrice des totalitarismes. Les ressortissants des pays qui connaissent la guerre, les Afghans, les Syriens, sont accoutumés à une certaine forme de violence. Et quand ils viennent sur notre sol, s'ils ne sont pas sains psychiatriquement, c'est le cas de beaucoup de ressortissants, notamment syriens, et peut-être même des chrétiens qui ont été dans les geôles de Daesh, parce qu'on favorise aussi l'accueil des chrétiens C'est d'Orient. grave de dire ça. Non, mais quand c'est- même. Eh bien, faut quand même remettre en- ça pose question parce que ça met en danger. Très rapidement, Jonathan. Ce que Non, mais vous encore venez une de fois, dire pose question. ça veut dire que ça fait quand même, enfin, c'est quand même l'essentiel des violences qui sont commises en France et dont les Français sont victimes sont commises par des Français. Donc on peut pas réduire la question de la violence ou penser ou faire croire que il suffit de fermer cette vanne-là pour retrouver une société civilisée. C'est pas vrai. Il y a quelque chose qui, quand on dit effroi, sidération, c'est qu'on est devant quelque chose qui aussi dépasse la capacité rationnelle à formaliser les choses et à trouver des réponses simples. Moi, je crois, franchement, je pense pas que ce soit un mal de prendre juste un peu de temps pour que les faits soient établis, qu'on sache de quoi on parle. Moi, puisque chacun cite son édito, moi j'ai écrit hier un édito qui finit en disant la gauche gagnerait à parler des questions d'immigration. Donc il n'y a pas de problème à être d'accord là-dessus. Carole Delga, honnêtement, c'est pas parce qu'elle parle d'immigration qu'elle est pointée, c'est parce qu'elle raconte n'importe quoi sur un certain nombre de personnes qui sont françaises et qu'elle résume à leur statut d'enfant, petit-enfant d'immigrés. Donc il y a, encore une fois, je ne crois pas que la décence Et on soit a vu une que c'était pudibonderie. son camp qui s'en était Un pris sujet sur davantage à lequel je elle. suis sûr que vous allez être d'accord. On va revenir sur cette semaine de lutte finale autour des retraites. Mardi, les syndicats et les oppositions avaient appelé à manifester dans toute la France. Jeudi, l'Assemblée nationale devait se pencher sur une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans. Résultat, peu de monde dans les rues et des débats au Parlement qui ont tourné court. Regardez. Je vous mets en garde solennellement, mes chers collègues.
nous ne sommes que de passage ici et que de cet abaissement du Parlement ne peut ressortir que désintérêt pour nos institutions et, dans le pire des cas, colère et violence. Jusqu'où votre fureur de tout détruire va-t-elle nous conduire? À quel extrémisme en êtes-vous réduit aujourd'hui pour camoufler votre forfaiture? Vous avez fait les poubelles de la Ve République pour écraser le choix du peuple et de ses représentants. On ne peut pas se moquer de l'Assemblée nationale comme vous le faites. C'est une question de dignité de nos débats. Comment peut-on laisser l'Assemblée nationale bafouer la Constitution? Vous êtes des grands professionnels du chahut. Le chahut constitutionnel voulu par Lyotte, mais qui dit rien, et par LFI, c'est ça la véritable atteinte à la démocratie. Vous comprendrez notre déception dans cette proposition qui en réalité porte un projet uniquement négatif, presque nihiliste, car dans cette proposition de loi, il n'y a que la négation et le vide à offrir. Vous ne proposez rien d'autre que de vous défausser parce que vous n'avez pas de projet alternatif commun. Et donc, en conclusion, je vous le dis, pour ce qui nous concerne, nous continuerons à travailler. Voilà, la proposition de loi a été retirée pendant son examen. La réforme des retraites n'a donc pas été abrogée cette semaine, ce qui nous entraîne à cette question. Emmanuel Macron a-t-il ou pas gagné le bras de fer autour de la réforme des retraites ? Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. Vous allez voir, vraiment pas du tout d'accord. Faut-il s'étonner? Je ne sais pas. D'un côté, on a Yves, de l'autre, Jonathan. Jonathan, c'est un duel. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez 45 secondes pour nous dire pourquoi, selon vous, non, Emmanuel Macron n'a pas gagné son bras de fer dans l'histoire des retraites. Tout dépend de ce qu'on entend par gagner. C'est-à-dire, si, comme on savait dès le départ qu'il y a la possibilité pour l'exécutif de recourir à l'article 49.3, c'est-à-dire le suspense sur le passage en force, si telle était la stratégie, il n'y avait pas de sujet. Après, c'est qu'est-ce qu'il a gagné sur une réforme qui n'est pas une réforme spécialement marquante, qui est une réforme assez banale au fond, même si elle a été considérée comme injuste par 93% des actifs. Si on se souvient les choses vont vite, je sais, mais si on se souvient juste de la réélection d'Emmanuel Macron et la promesse de faire les choses autrement, on peut dire qu'on est aux antipodes et un régime qui avance de plus en plus à la schlag. De l'autre côté, il y avait l'idée de cette majorité relative à l'Assemblée qui était enfin l'occasion presque vertueuse de trouver des alliances, de construire des majorités. C'était l'œuvre d'Elisabeth Borne. De fait, il n'y a toujours pas d'alliance pour Renaissance qui reste en majorité relative. Donc voilà, démocratie représentative abîmée, démocratie sociale contournée. Vous avez entendu le gong, hein, oui, bien sûr, mais c'est pour dire ça se finit. Donc non, moi je pense que le pays n'a pas gagné en tout cas. 45 secondes, vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron, oui, a gagné. Factuellement, il a gagné, puisque la loi est passée, elle va être promulguée, elle va être appliquée, si les informations sont bonnes, elle va être appliquée dès la rentrée. Donc il a, après un bras de fer qui a duré quelques 6 mois ou 8 mois, réussi cette promesse, qui était la seule promesse de campagne d'ailleurs, qu'il avait formulée. Après, moi je veux bien le procès en inconstitutionnalité, il ne tient pas debout, puisque les articles auxquels a recouru l'exécutif sont tous des articles de la Constitution. Il les a cumulés, il avait le droit de le faire, rien ne l'en empêchait, le Conseil constitutionnel a dit banco. Donc aujourd'hui, c'est une réforme qui est une réforme quand même importante, puisque c'est pas une réforme simple de réformer les retraites. Aujourd'hui, il a réussi son pari. Oui, il faut le faire en 45 secondes. Oui, il s'est passé quelque chose sur ce plateau pendant qu'Yves parlait. Azilis a fait une petite moue de la tête. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Yves. Non, je me situe un peu entre les deux, en fait, je crois. Je dirais que c'est une demi-victoire pour Emmanuel Macron, parce que, de fait, la loi a été promulguée. Ce n'est pas du tout antidémocratique d'utiliser le 49.3 et le passage en force. Je pense même que c'est... L'article 40 en plus, hein. Et l'article 40. Il les a tous cumulés. C'était jamais arrivé, mais c'est sûrement normal. Il faut, quand on veut gouverner un pays, le réformer, il faut parfois user de passage en force. Par contre, je ne suis pas du tout certaine, en effet, que ce soit une victoire pleine, parce qu'il n'a jamais réussi à convaincre la population française de la nécessité de cette réforme, qui était en plus une réformette, puisque ça n'a... Par rapport à ce qu'il proposait dans son précédent quinquennat. Ça, c'est un élément subjectif, c'est pas un élément objectif. Oui, mais c'est par rapport à ce qu'il avait proposé avec la retraite à point. Là, c'est une réforme qui est plutôt comptable. Donc, c'est quand même pas grand-chose par rapport à sa volonté première. Alors, je vais vous montrer juste ce sondage de nos amis des Labs. Pour 59% des Français, le combat continue. 63% des Français approuvent la mobilisation contre la réforme des retraites. Sondage Elab de la semaine. Le dossier des retraites est vraiment derrière nous ?
Celui concernant la réforme des retraites, sans doute, mais pour moi, c'est un fiasco politique total. Là, pour le coup, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout réussi à convaincre. Et surtout, c'est ce qui s'est passé, cette crise, a, à mon avis, éloigné encore plus les Français de la politique. C'est-à-dire que ça a dégoûté tellement de gens de voir que de toute façon leur voix n'était pas entendue, ils pouvaient se mobiliser, ils pouvaient faire n'importe quoi, ça ne servait à rien, que je pense que le taux d'abstention va grossir encore plus aux prochaines élections. C'est-à-dire que ça a vraiment dégoûté plein de gens de la politique. Par ailleurs, ce qui s'est passé donne, si par malheur l'extrême droite un jour arrive au pouvoir, là elle dispose d'outils, ça a montré qu'elle pouvait disposer d'outils. Les richesses de notre constitution. Mais oui, mais ça c'est Non, mais très très grave. il y a un côté politique de la terre brûlée institutionnelle, c'est-à-dire et franchement, je suis assez d'accord, c'est une réforme. Autant la réforme de 2017, il y avait un vrai questionnement, une vraie ambition, c'était le Macron disruptif, le Macron différent. Là, voilà, on est dans une réforme telle qu'elles ont été faites, plus ou moins. On a choisi le cliquet le plus injuste. Je vous rassure, aucune des personnes autour de cette table n'est concernée, si tant est qu'elle ait fait quelques études après le bac par cette réforme. Donc voilà, ça, les Français l'ont très bien compris. Et c'est pas tant le fait de réformer les retraites ou les débats budgétaires qui ont braqué le pays, c'est l'injustice qui a été patente, et au moins le débat parlementaire aura au moins servi à mettre ça sur la table, et de la manière, parce qu'après il n'y a pas un constitutionnaliste qui dit business as usual, ils disent tous, il y a une accumulation de dispositifs qui verrouillent la possibilité d'expression du Parlement, qui pose question. Oui, non, mais alors attendez, peut-être que c'est encore plus du degré de jeune fille, sur le plan objectif et factuel, il a gagné. Il n'y a pas de match, enfin c'est clair qu'il a gagné, et il a gagné à la régulière. En revanche, si on prend le climat du pays, alors là j'adhère complètement à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que la tension n'est pas dissipée. Je veux dire que par là, il a gagné avec les moyens dont il disposait, mais je suis pas certain que ça ne soit pas une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire que certes, maintenant la retraite sera à 64 ans. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, il faudrait voir combien de personnes ça concerne, puisque il y a un Français sur deux qui n'est pas concerné par cette réforme. Mais comment vous interprétez, vous, les chiffres ça ne veut pas dire que ça n'a pas détérioré le climat politique. Voilà, qui disent qu'il faut continuer le combat. Comment ce combat le combat, il va se déporter sur d'autres sujets, très vraisemblablement. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais on parle beaucoup du pouvoir d'achat, on parle beaucoup de la fiscalité. Il y a plein de sujets. La gauche peut peut-être mener un combat sur une fiscalité vis-à-vis des plus riches. Enfin, il y a plein de thèmes qui peuvent être... montrer ce tweet de Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumise. Il a publié le tweet suivant: nous faisons le serment de tout faire pour abroger la retraite à 64 ans. C'est une promesse qui est condamnée à ne jamais être tenue. Là, en tout cas, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir s'y employer dans les mois et les années qui viennent. Cela dit, ce qui est surtout préoccupant, c'est qu'il y a une colère qui va s'enquister, qui est en train de s'enquister. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'à la prochaine occasion, ça va ressortir et encore plus fort. Donc c'est comme si les fondements de la société française là, étaient rongés par une colère importante et qui risque de fragiliser. C'est un peu comme les Gilets jaunes, on n'est pas sorti des Gilets jaunes, on n'est jamais sorti des Gilets jaunes. Après, il faut que la gauche peut-être sorte de ce discours. Ils ne vont pas continuer à taper sur des casseroles tous les soirs à 20h pendant des mois et des mois. Il faut que la gauche ait un discours structurant et quelque chose à proposer pour les mois à venir, et notamment sur les débats qui vont nous intéresser sur l'immigration dès l'automne. Il faut qu'aussi la gauche puisse porter un vrai discours là-dessus. La NUPES a annoncé déposer une motion de censure qui sera discutée la semaine prochaine. Aucune chance que ça passe, Jonathan ? Aucune chance, je ne sais pas. Le groupe LR est quand même quelque chose de très dur à lire, et même le gouvernement s'y est cassé les dents. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes de ce début de quinquennat. Comme je disais, c'est majorité relative et incapacité à toper avec ce qui est le groupe le plus naturellement raccord avec la proposition politique du moment chez les macronistes, c'est-à-dire la droite. Donc ça a été le problème, c'est ce qui les a fait esquiver le vote en deuxième lecture. On se souvient que la dernière fois, ça s'était joué à 9 voix sur la motion de censure. Non, mais clairement, il ne faut pas se mentir, Laurent Berger l'a dit, les socialistes le disent, il y a une fin de séquence législative. Après, ça va planer. On est très tôt dans le quinquennat, il reste 4 ans. La majorité, quand même, est relative. C'est une assise politique qui est plus faible que dans le premier quinquennat, un pays qui est encore plus polarisé. Donc je ne sais pas s'il se regarde dans la glace en disant « j'ai gagné, t'es un bonhomme, Emmanuel Macron ». À l'arrivée, il a fait beaucoup de dégâts, il a hypothéqué une grande capacité de sa... Et ce qui est grave, c'est justement, vous venez d'évoquer le projet de loi immigration, mais
on est dans un moment où il faut recoller tous les morceaux épars. Et il faudrait des projets qui, justement, soudent la société, qui les emportent vers quelque chose de commun, genre le climat, le pouvoir d'achat. Et là, on va repartir dans une séquence politique où tout le monde va s'écharper, où des horreurs vont être dites, comme celles qui ont été dites jeudi après la tragédie d'Annecy. Et je pense que c'est une grave erreur politique, parce que c'est pas de ça dont la société française a besoin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que pardon, le combat contre la réforme des retraites est une victoire de l'intersyndicale, mais pas tellement de la gauche, puisqu'on a vu que la France insoumise a davantage passé son temps à faire de la gîte propre. Justement, vous parlez de la France insoumise. Sommes-nous encore en République? Est-ce encore la démocratie en France? Drôle de question quand on sait ce qui se passe ailleurs sur la planète. Elles ont pourtant été posées par Jean-Luc Mélenchon himself. Il a fait les questions. Il a aussi fait les réponses sur son compte Instagram. Regardez. N'ayons pas peur des mots. Cette semaine, on peut se poser la question. Sommes-nous encore en République? Est-ce encore la démocratie en France? Eh bien, on a de nombreuses raisons de penser que non. Il n'y a pas une démocratie dans le monde où l'on vit déjà dans la situation dans laquelle se trouvent les Français. Est-ce qu'on est encore en République quand le droit de manifester est disputé comme il l'est aujourd'hui? Lorsque on peut rouer de coups des journalistes dans une manifestation ou frapper des parlementaires. Jonathan, vous interprétez ça comme une nouvelle provocation? Non, c'est assez oui et non en même temps. C'est pas surprenant, c'est de la langue mélenchonienne depuis, presque depuis les Gilets jaunes d'ailleurs. On est dans donc il y a de l'excès, hein, évidemment. Moi, je souscris pas à tout ce qu'il dit et c'est vrai qu'il suffit de lever la tête. Après, si on se place sur le simple débat franco-français, on peut dire que après il faut mettre des épithètes en fait après démocratie. On peut pas balancer des choses comme ça alors que il y a suffisamment de pays dans le monde où la démocratie est ou un lointain souvenir ou un rêve lui-même assez. Alors lointain. pourquoi il dit ça? Pourquoi il le dit comme ça? Il le dit comme ça parce que c'est ce qu'on disait dans la partie précédente. C'est-à-dire que si on prend... Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, ça ne peut pas être que l'élection. Ça ne peut pas être de dire je suis élu une fois, on se retrouve dans 5 ans et entre-temps, chèque en blanc. Donc si on dit que c'est que les outils de la démocratie, c'est la démocratie représentative, là on a quand même vécu une semaine où la capacité d'initiative de l'opposition a été balayée comme jamais. Donc encore une fois, peut-être que c'est juste super que tous les cliquets soient poussés à chaque fois vers moins d'initiative des oppositions, moins de démocratie sociale, moins de capacité à entendre le pays. Moi je suis assez d'accord sur l'idée qu'il y a un moment il y a une nécessité de concorde, une nécessité de raccommoder un peu les choses. On ne peut pas faire le constat, et tout le monde le fait, que le pays est polarisé, qu'il y a une forme de dureté dans les rapports humains et les rapports sociaux, et être quasiment le pompier pyromane qui met l'huile sur le feu dans tous les domaines. Mélenchon est excessif, mais je pense qu'il y a un vrai questionnement et qui n'est pas une pudibonderie de se dire, oui, l'état de notre démocratie, on va citer tous les éditos de tout le monde. De très bons éditos. Non, mais sur l'idée de la démocratie de faible intensité, c'est-à-dire, on est dans le cadre institutionnel de la démocratie, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, chacun des cliquets sont réduits à leur expression la plus congrue. Est-on encore en République, Azilise? C'est Jean-Luc Mélenchon qui pose la question. Oui, non, mais évidemment, et ce qui est cocasse, c'est d'entendre Jean-Luc Mélenchon poser la question, alors même que au sein de la France insoumise, il y a un texte qui est paru pour une 6e République de la France insoumise, où certains élus dénoncent une verticalité subie. Parce qu'il faut savoir que Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière et même François Ruffin ont été mis de côté, n'ont plus le droit de participer à toutes les réunions, etc., ou sont privés de leur statut. Donc on a envie d'inviter Mélenchon d'abord à faire le ménage chez lui pour parler ensuite de démocratie en Ces gens-là sont d'accord avec son constat quand même sur la démocratie abîmée. En tout cas. Mais Mélenchon pose de très bonnes questions, en fait, sur notamment le droit de manifester, etc. Mais simplement, ses conclusions, à mon avis, sont à la fois malhonnêtes et en plus dangereuses dans la manière de le présenter. Yves, là-dessus. Il y a une chose qui m'étonne chez Jean-Luc Mélenchon, qu'on présente toujours comme quelqu'un de très très cultivé, de faire la confusion entre république et démocratie. C'est pas toujours synonyme. Après, on est dans un régime très particulier, qui est un régime qui a été voulu par un homme. Moi, j'estime qu'on est en démocratie, que les libertés sont pas en danger, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais alors, il y a ce génie français, si vous voulez, qui est absolument exceptionnel. On est dans un régime semi-présidentiel, où c'est vrai que le pouvoir législatif n'a pas beaucoup voix au chapitre, mais où on a réussi quand même, les Français, à imposer au président de la République une chambre, un hémicycle, une Assemblée nationale, qui soit une Assemblée nationale digne d'un vote à la proportionnelle, quand même. Donc, c'est les Français qui ont voulu tout ça aussi, parce qu'on dit c'est Macron. Mais Macron, s'il avait pu se passer d'une majorité relative, il s'en serait passé. C'est que la démocratie fonctionne très bien en France. Mais la démocratie, c'est ce qu'on en fait. Alors, c'est ce qu'en font
ses responsables, ses dirigeants. Et de ce point de vue, quand on veut aller vers la démocratie participative, on ne peut pas dire que Macron ait été d'une honnêteté extraordinaire dans ce domaine. On l'a vu avec l'écologie, on le voit sur plusieurs sujets où il fait mine de, il fait semblant. C'est un homme qui fait souvent semblant. Ça, c'est de la pipe. Pardon ? Parfois, il y a des petits bruits des interventions du président. Oui, c'est votre première, Yves. J'avais oublié de vous avertir. D'accord. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Néanmoins, je trouve que c'est un régime qui fait la... Enfin, ce sont des institutions, plutôt, qui font la preuve de leur qualité, puisqu'elles sont d'une longévité assez exceptionnelle. Vous avez été déstabilisé, toutes nos excuses, cher Yves. Non, mais... À gauche, d'autres membres s'inquiètent aussi de l'état de notre démocratie, c'est ce que vous disiez, Jonathan. On va les écouter, ces responsables politiques. Aujourd'hui, on vit une démocrature, mais cette démocrature peut demain ouvrir à une dictature. Je ne dis pas qu'on est en Pologne et qu'on est en Hongrie. Mais quand, à un moment donné, vous écrasez la démocratie parlementaire et la démocratie sociale, qui renforce l'autoritarisme, qui consiste à disqualifier en permanence et à combattre les contre-pouvoirs, ça s'appelle une dérive illibérale. Ce sujet des institutions, c'est très fort à gauche, mais on a l'impression que c'est seulement quand la gauche est dans l'opposition. On a un peu cette impression-là. C'est-à-dire que là, on a vécu une séquence quand même qui a fait beaucoup de mal à la démocratie, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas pu y avoir de débat. Alors cela dit, c'est vrai que LFI a contribué à faire qu'il n'y ait pas de débat au début des débats, j'arrête pas de répéter ce mot, sur la réforme des retraites. Mais non, si on n'était pas en démocratie, on ne serait pas là, sur ce plateau, à débattre librement, sans avoir peur de la moindre sanction policière ou autre. Donc, on est en démocratie. Simplement, la séquence que nous venons de vivre a clairement abîmé cette démocratie. Cette espèce de passage en force, d'absence de débat libre et calme a fait beaucoup de mal à cette démocratie. Mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon est dans l'outrance, c'est sa marque de fabrique, c'est sa façon de se raccrocher, de se remettre dans la vie politique, lui qui n'a plus l'Assemblée comme chambre d'écho. Il radicalise ses positions pour se faire entendre. Donc forcément, il est obligé il a toujours été comme ça. Mais simplement, je pense qu'il est quand même en train de passer à côté. Oui, ça finit par le desservir d'ailleurs. Mais bien sûr, il est en train de passer à côté. Vous n'êtes pas raisonnable. Mais juste ce que vous disiez au début sur le fait que ça n'intéresse la gauche que quand elle est dans l'opposition, je ne suis pas d'accord. Quand Manuel Valls fait usage du 49.3 sur la loi travail, c'est une question qui traverse déjà la gauche. La question des institutions, la question démocratique, elle est au cœur chez les écolos. Moi, je me souviens d'un certain François Mitterrand qui avait écrit le coup d'État permanent et qui est arrivé ensuite au pouvoir. Oui, ça posait sans déjà... réformer les institutions. Oui, bien sûr. Vous étiez très jeune. Il y avait déjà il y avait une forme d'hypocrisie et c'est un peu ce que vous dites avec ironie. Donc ça n'empêche qu'après on peut être sur analyser les postures des uns des autres. Il n'empêche qu'il y a une question de fond. Cinquième République créée dans des conditions particulières, avec un homme particulier. Et en plus, tous les éléments de réforme institutionnelle depuis n'ont fait que présidentialiser le régime. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Première ministre ou le Premier ministre soit le chef de la majorité. C'est pas vrai. Donc il y a quand même un problème entre ce président qui décide de tout, depuis Nicolas Sarkozy, l'omniprésident, l'hyperprésident, et qui ne rend jamais de compte. Donc le problème, c'est Emmanuel Macron, c'est pas les institutions. C'est le déséquilibre des institutions. À partir du moment où le président a la possibilité de s'affranchir des contre-pouvoirs et en plus ne rendre compte à personne, ça pose un vrai problème. Yves. Alors, moi, je crois que c'est pas ni de la faute de... Je ne pense pas que ce soit de la faute d'Emmanuel Macron. Il s'en sert, Emmanuel Macron, évidemment. Mais je crois qu'on est un peuple qui a deux caractéristiques. C'est un peuple extrêmement bonapartiste, quoi qu'on dise. Et régicide en même temps. Comme à gauche, et régicide. Exactement. C'est exactement les deux caractéristiques. Évidemment, c'est des généralités, mais on est extrêmement bonapartiste et régicide en même temps. Et donc, voilà, c'est comme ça. Mais Emmanuel Macron avait pointé dans un certain nombre d'interviews très intellectuelles à l'époque la volonté des Français à couper dans les cash, le journal Le 1 à l'époque, et surtout la promesse de Macron. Donc ça fait longtemps, il s'est passé beaucoup de choses, mais il a quand même été élu sur la décrépitude du vieux monde. C'était son credo de dire on va régénérer la vie démocratique, on va réenchanter, et en plus tout ça fera baisser le RN parce que j'aurai des réponses. Ouais. Honnêtement, quand on voit le bilan, donc il y a sûrement une part de contexte et pas simplement de responsabilité personnelle, mais chacun des mots qui existaient déjà, il les a rendus plus aigus. Donc franchement, moi je veux bien qu'on déresponsabilise tout le monde tout le temps et que c'est juste la vie normale. Il y a une responsabilité particulière et je pense que ça
commence à poser sujet à beaucoup de monde. Je ne crois pas que Pierre Rosanvallon soit le cousin français de Che Guevara, par exemple. Cette semaine, on a reçu, les amis, une carte postale. Une carte postale, elle est signée Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre a accordé lundi une interview à nos confrères de l'Express. Il expose sa doctrine en matière d'immigration. Il lance un cri d'alarme sur ce qu'il appelle l'immigration du fait accompli. Entre 2000 et 2020, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%. Et rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est une immigration du fait accompli. Édouard Philippe qui propose notamment d'abroger un accord conclu avec l'Algérie en 1968 et qui facilite les entrées en France des ressortissants algériens. Azilis, pourquoi cette sortie d'Édouard Philippe et pourquoi maintenant ? Alors, Édouard Philippe est assez malin parce qu'on a vu que sur les retraites, dont on parlait juste avant, il s'était positionné de manière, en gros, à suivre aussi l'opinion publique et il ne suivait pas la réforme d'Emmanuel Macron. Cette fois, sur le projet de loi, puisque l'opinion est en effet pour des mesures strictes sur l'immigration, il va plus loin que la majorité présidentielle, et donc il va encore plus loin que Gérald Darmanin, qui est censé représenter quand même l'aile droite de ce gouvernement, et il jette un pavé dans la mare, les obligeant à se poser la question de supprimer ce fameux accord bilatéral entre la France et l'Algérie, qui favorise l'immigration algérienne. Ce que vous dites, c'est qu'il va braconner sur le côté droit, voire l'extrême droite du spectre politique. Absolument. En fait, la majorité présidentielle aujourd'hui se déchire sur cette question. Il y a l'aile gauche qui dit que Gérald Darmanin va trop loin et en même temps, le gouvernement va avoir besoin, la majorité va avoir besoin des Républicains pour que son texte passe à l'Assemblée. Et on a vu que les Républicains essayaient d'avoir quelques garanties, notamment sur les titres de séjour pour les métiers en tension, qu'ils veulent supprimer du projet de loi. Et également, ils souhaitent une réforme institutionnelle pour pouvoir favoriser des référendums sur la question. Donc Édouard Philippe oblige le gouvernement à droitiser son projet. On l'avait un peu oublié, il revient, c'est une petite carte postale qu'il nous envoie, il nous dit ne m'oubliez pas pour 2027. Clairement, pour lui, la campagne de 2027 a déjà commencé, c'est-à-dire qu'il se prépositionne. Oui, mais bon, vous savez, lui, il l'a clairement en tête. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a, pour l'instant, il n'y a personne à droite, la droite est en miettes. Du côté du macronisme, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'héritiers. À gauche, c'est pareil. Pour l'instant, tout est à faire. Il n'y a personne qui émerge vraiment. Donc il se positionne. Et on voit bien qu'il essaye, du coup, d'aller chercher du côté de la droite et l'extrême droite, ce qui, à mon avis, est quand même dangereux pour lui, parce qu'il risque de s'aliéner toute cette partie centre-gauche qui se dit peut-être encore, bon, Édouard Philippe, finalement, c'est le moins pire de tous. Oui. Et là, c'est assez dangereux, par ailleurs, comme vous le sous-entendiez, de sortir du bois 4 ans avant une élection, mais il pose tranquillement des jalons. Je ne suis pas sûre que cette sortie, précisément cette semaine-ci, soit une très bonne idée. Il était proche d'Alain Juppé. Là, clairement, c'est une rupture, Jonathan, sur ce thème de l'immigration en particulier. Pourquoi ce thème, déjà ? Pourquoi il a choisi ce thème pour sortir du bois, Édouard Philippe ? Parce qu'il est dans le débat, en tout cas. Enfin, on sent qu'il a... Après, il ne va pas à contresens de l'opinion. Enfin, s'il prenait d'un coup sabre au clair, le courage politique sur un sujet, d'aller porter des positions qui le mettent en difficulté, mais c'est l'honneur parce que ce sont mes convictions. Là, on pourrait dire il y a un acte politique. Là, fondamentalement, il pousse le bouchon. C'est un peu ça, il envoie un signal. Ça montre en tout cas qu'il n'y aura pas d'héritier du en même temps. C'est-à-dire qu'on glose beaucoup sur la droitisation du macronisme au pouvoir, avec donc, des hommes forts, Darmanin, Le Maire, Blanquer dans le premier quinquennat. Là, on sent qu'Édouard Philippe, d'une certaine manière, il a tranché. Et on l'a vu sur tous les sujets, parce qu'avant de se rallier... Michel Michaud, à cette réforme des retraites, il était dans une position quand même assez maximaliste aussi. Hein. Il disait que lui, c'était 67 ans, oui, la bonne posture. Mais une fois qu'il est sorti du jeu, il se met du côté de l'opinion majoritaire, finalement. Il se met du côté de l'opinion... oui, après, je pense qu'il voit surtout que la fin de reconfiguration de la vie politique, elle se fait par tuer une bonne fois pour toute la droite. Que la gauche, quoi qu'on en dise, la NUP permet à la gauche, même si c'est pas clair, même si c'est compliqué, de se reconstituer. On voit que pour les européennes, on est dans un rapport entre la NUP et LR, on est dans un rapport de 1-3 quand même. Donc voilà, la gauche, pour le coup, le centre-gauche, ce sera un vrai sujet après. Lui, c'est la fin de l'OPA sur la droite, avec un Éric Ciotti qui parle comme Marine Le Pen, pour dire les choses. Alors en tout cas, la sortie d'Édouard Philippe a fait beaucoup réagir, notamment à droite. Écoutez. Et curieusement, un meilleur observateur qu'un meilleur acteur. La retraite lui fait du bien. Je pense qu'il faut qu'il reste à la retraite. Cette proposition qu'il fait est une bonne proposition. Nous l'avions toujours faite.
et nous la défendrons. Maintenant, il faut l'expliquer au président de la République qui, manifestement, n'est pas tout à fait de cet avis. J'ai vu qu'Édouard Philippe, comme quoi il n'a pas fait toute sa propre révolution, il reste au milieu du gué. Il pousse des cris de vierge effarouchée. On est devant un homme politique assez classique, donc il a finalement. encore du chemin à faire pour vous retrouver chez les LR. Il reconnaît que il pointe les causes, il voit bien que les conséquences sont mauvaises, mais il ne veut pas s'attaquer aux causes. Et c'est là le problème. Bon, Yves, il y a un peu de rancune chez les LR envers Édouard Philippe. Oh bah les LR, ils ont bien du mal à savoir où ils habitent. Non, mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Édouard Philippe, c'est qu'il y en a un qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui est à la tête d'une grande région et qui y pense tous les matins en se rasant, c'est Laurent Wauquiez. Et en tenant les propos qu'il tient, Édouard Philippe, je me dis est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de fermer la porte à Édouard Philippe, à Laurent Wauquiez? Ça va être compliqué pour Laurent Wauquiez de rentrer dans le match dans ces conditions-là, sachant qu'il est beaucoup moins populaire en image qu'Édouard Philippe. Ce que vous me dites, c'est qu'Édouard Philippe est en train d'essayer de tuer définitivement les Républicains. Alors, moi, je me demande si le positionnement d'Édouard Philippe, tel qu'il l'a présenté là, est un positionnement qui est efficace. J'en doute. Parce qu'aujourd'hui, il y a encombrement à droite, mais il y a un endroit où il y a un vide sidéral et qui n'arrive pas à être rempli, c'est l'endroit du centre-centre-gauche, qui est fondamentalement Édouard Philippe. D'ailleurs, quand vous discutez avec lui, c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il est centre-gauche, mais il est quand même plutôt à gauche du centre, on va dire. Oui. Moi, j'ai fait des débats avec lui. Il est pas sur tous les thèmes, notamment parler des retraites. Il n'est pas tellement. Vous pouvez en donner quelques preuves. Ça a changé. Ça nous rassurerait. Ça a changé. Les retraites, justement, il était sur une ligne un peu plus sociale que celle du gouvernement. Oui, ça a changé. Les retraites, il n'était pas comme ça avant. C'est lui déjà qui a purifié la première réforme des retraites avec son âge pivot. Mais il aurait peut-être intérêt, je ne sais pas. Je parle en marketing politique, à aller sur d'autres brisées. Mais bon. Et pourtant, il reste, on va le voir, la personnalité politique préférée des Français. Édouard Philippe, on va le voir, ce baromètre Odoxa Mascaré publié en février. Édouard Philippe recueille 41% d'opinion favorable. Et juste derrière, on voit Marine Le Pen avec 35%. Ce qui est sûr, c'est que dans les mois à venir, il y a une tarte à la crème qui va être servie à tous les plats. C'est les accords de 68 avec l'Algérie. Ça, c'est une certitude. Ça pèse quoi, Édouard Philippe, dans l'opinion aujourd'hui, Alexandra, clairement? Vous savez que quand vous êtes en retrait comme ça, en réserve de la République, ça vous profite toujours parce que vous dites le moins de bêtises possible, vous prenez pas trop parti. Avec le risque d'être oublié aussi. Donc, avec le risque d'être oublié, mais on voit bien que régulièrement, il fait parler de lui. On voit bien qu'il est là dans l'ombre et qu'il se montre de temps en temps. Édouard Philippe a laissé bizarrement une bonne trace dans l'imaginaire collectif, alors qu'en effet, c'est vrai que sur la réforme des retraites, première mouture avec son âge pivot, il a quand même sacrément crispé la population et surtout contribué à durcir le débat sur le sujet. Mais il a cette image d'homme plutôt droit, un petit peu, il a récupéré un petit peu les côtés positifs d'Alain Juppé, c'est-à-dire ce côté droit dans ses bottes, ce côté loyal. Voilà. Et comme surtout, le problème, c'est le désert de Gobi partout ailleurs sur la scène politique. Il n'y a personne qui émerge. Pour la succession d'Emmanuel Macron. Il n'y a personne qui émerge pour 2027. Donc, finalement, moi, je suis plutôt rassurée qu'Édouard Philippe soit devant Marine Le Pen. Ce qui m'inquiéterait, c'est que ce soit l'inverse. Pour l'instant, il vaut mieux, mais vraiment, c'est se rassurer avec peu de choses, avec quelque chose d'extrêmement fragile. C'est dire le niveau d'angoisse qu'il y a sur cette élection de 2027. Sur le projet de loi d'immigration de Gérald Darmanin, il déclare la chose suivante: ce projet est nécessaire mais pas suffisant. Donc le projet de Gérald Darmanin, c'est aussi une manière de préparer la bataille qui va se jouer en Macronie d'ici à 2027. Oui, de toute façon, il envoie des scuds un peu pour contrôler tout le monde. Après, c'est vrai que c'est une posture confortable parce qu'on ne lui demande pas concrètement d'être crédible. On lui demande, voilà, il est là un peu en arbitre. Donc c'est une position qui est intéressante. On sait très bien que quand il retournera dans l'arène et qu'il sera un sujet quotidien d'affrontement, c'est des moments où on s'abîme. Donc là, effectivement,
effectivement, je trouve qu'encore une fois, il est fort de la faiblesse de ses adversaires potentiels, que ce soit dans le camp présidentiel ou que ce soit à droite. Qui donc pourra empêcher le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024 ? Ils sont en tout cas de plus en plus nombreux à tenter de lui faire barrage au sein même des Républicains, son propre parti. Vous nous direz si cette multiplication des candidatures le sert, mais cette image, elle, ne devrait pas trop lui faire de mal. Et regardez. Yves, c'est un peu la chute de trop, c'est assez terrible pour Joe Biden. C'est cruel en tous les cas. Oui, enfin, moi j'en reste quand même au midterms où on annonçait une déculottée pour Biden. Et Biden, le camp de Biden a résisté. Première chose. Deuxième chose, quand vous discutez avec des Américains, alors c'est pas du tout un sondage, ce que je vous sers là, mais de quelques Américains que je connais. Parce que nous, on voit par le petit bout de la lorgnette ici en Europe. Enfin, surtout vous, Steve. C'est gentil, c'est pas. Non, mais je vous retire votre temps de parole tout de suite. Je ne généralise pas, mais beaucoup de Français, ils voient en fonction de son action à l'international, et puis de ce qu'on en dit, parce qu'il est vieux, parce que. Non. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour beaucoup d'Américains, alors je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, il a restauré aussi les infrastructures américaines, où il est en train de les restaurer. Il a fait beaucoup de choses, en gros, une vraie politique, si vous voulez, qui, alors que le pays était en train de se déliter, enfin, j'exagère un peu, mais voilà. C'est plutôt une bonne présidence. Et c'est plutôt une bonne présidence. Alors, voilà. Et est-ce que c'est le meilleur candidat pour Donald Trump ? On le voit, il est âgé, il y a ces images qui sont assez terribles. Est-ce qu'aujourd'hui, Donald Trump se dit « Ah Joe Biden, ce serait bien que ce soit lui en face » ? Ça va lui permettre de ressortir les pics qu'on avait entendus pendant la dernière présidence. Oui. Mais moi, je ne serais pas aussi dithyrambique sur le bilan de Joe Biden. Parce qu'il est quand même mitigé. Sur le plan économique, certes, la croissance est plutôt bonne, le chômage est extrêmement faible. Moment, mais voilà, l'inflation quand même est très très importante. Et puis sur le plan sociétal, ce qui était un des points phares, il n'a pas réussi à s'opposer à l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade versus Roe, pardon. Sur l'avortement. Et le plan international aussi va peser. Donc on verra ce qu'il en est. Sur l'international, Aziz, il n'est pas aussi mauvais que ça. Oui, mais l'Afghanistan, ça, par rapport aux deux autres, dans son bilan. Oui, mais il y avait une demande, plus dans son bilan aux yeux de l'Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a quand même une demande de désengagement des différents terrains. L'Ukraine étant plutôt une réaffirmation quand même. L'Ukraine, en revanche, oui. Voilà, qui est plutôt à mettre à son crédit. La transition écolo, même si ça concerne que la moitié des Américains, ça reste. On dit qu'on est polarisé en France. Là-bas, c'est puissance 10. Juste pour l'âge, Trump, il a 4 ans de moins. Donc c'est vrai que lui 80 ans, voilà, Joe Biden, on est quand même dans un duel qui va être singulier. Il n'y a pas de Biden mania, ça c'est sûr que même Obama, quand la question de sa réélection se pose, il y a 75% des démocrates qui la souhaitent, cette deuxième candidature. Là, on est à 50%. En même temps, le meilleur épouvantail pour un démocrate, ça reste Trump. Et alors précisément, on va parler dans le lancement, il n'y a pas non plus de démocrate qui émerge. Donald Trump, puisqu'on a appris cette semaine sa mise en examen par la justice fédérale. Première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président est inculpé. On lui reproche d'avoir conservé des documents classés secret défense après son départ de la Maison-Blanche. Il a évidemment réagi à cette mise en examen. Écoutez-le. Ils s'en prennent à un président populaire, un président qui a obtenu plus de voix que n'importe quel autre président en exercice dans l'histoire de notre pays, de loin, et qui a fait beaucoup mieux la deuxième fois aux élections que la première. Et ils le poursuivent sur une fausse affaire de boîte, tout comme la fausse affaire de la Russie, et de tous les autres. Tout ceci dure depuis 7 ans. Ils ne peuvent pas arrêter, car il s'agit d'une ingérence électorale au plus haut niveau. Ce qui s'est passé n'a jamais été égalé. Je suis un homme innocent, je suis innocent. Donald Trump qui fait encore et toujours du Donald Trump. Est-ce que l'accumulation de ces affaires judiciaires, ça va lui porter préjudice ? On rappelle que un candidat peut être mis en examen et être candidat à l'élection de l'année prochaine aux États-Unis. Oui, mais on voit quand même que cette espèce de logorée un peu hystérique, un peu folle furieuse de Donald Trump a l'air de fasciner quand même beaucoup moins les Américains qu'elle n'a pu le faire par le passé. Certes, il a toujours un socle de partisans, mais quand même, son aura a l'air de faiblir pas mal. La force des démocrates, de Biden plutôt, c'est qu'il y a pour l'instant, il n'y a
pas d'alternative à Joe Biden. C'est ça le truc. C'est que il n'y a personne d'autre pour l'instant qui émerge côté démocrate. Il y aurait pu y avoir Kamala Harris, mais elle n'a pas du tout pris la lumière. Elle est, pour les Américains, elle est considérée comme beaucoup trop à gauche. C'est une femme de couleur, et aux États-Unis, ça risque quand même encore de coincer. On a bien vu que Obama, ça avait crispé beaucoup d'Américains. Ça a donné Donald Trump à l'arrivée. Non, je pense que Joe Biden, bizarrement, garde encore ses chances, et je suis d'accord avec vous, il a plutôt un bon bilan. Et j'ai l'impression que les Américains sont quand même en train de se rendre compte qu'il a aussi quand même pas mal calmé cette espèce d'hystérisation qu'avait provoqué Donald Trump. Et donc, pour moi, il garde encore ses chances. Et Donald Trump, alors très rapidement, Donald Trump garde aussi ses chances puisqu'il est en tête dans les sondages côté républicain. Comment vous expliquez, Azilis, que Donald Trump suscite quand même encore un certain engouement, un certain enthousiasme aux États-Unis, côté républicain? Ce qui est en effet étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'autres figures qui émergent aujourd'hui. Par exemple, un Ron DeSantis, qui était quand même annoncé comme son successeur, et aujourd'hui totalement décrédibilisé par Trump lui-même. Et il ne parvient pas à se positionner. On voit qu'il y a pas mal de choses qui sortent, notamment par exemple des migrants qui auraient été déplacés en secret par Ron DeSantis dans son État. Donc des choses qui commencent à émerger sur lui assez troubles aussi. Donc finalement, c'est peut-être les divergences au sein du camp républicain qui vont faire gagner. Permettre une éventuelle réaction de. Ce qui est préoccupant quand on y pense, c'est que c'est quand même la pauvreté de la classe politique, parce que on a bien vu qu'en France, on a subi un deuxième Macron-Le Pen. Là, on va peut-être subir un deuxième Biden-Trump. Problème des renouvellements. Et il y a un vrai problème de renouvellement politique dans le monde, vraiment. Alors nous, on ne va pas tellement se renouveler. Merci, Président Larcher, puisque comme chaque semaine, on termine l'émission par un top flop. Je vous pose une question simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine, en bien ou en mal? Azilis, je vous redonne la parole. Qui est votre top de la semaine? Alors, je vais être magnanime. C'est vrai qu'Emmanuel Macron nous a habitués à pas mal d'incohérences sur la question de l'identité française. Mais cette fois, il a fait l'éloge de l'esprit français au Mont-Saint-Michel. Il a rendu hommage à ses 1000 ans d'histoire. Et certes, le discours était un petit peu lyrique, mais il était assez subtil parce qu'il a à la fois dit qu'il n'y avait pas d'identité figée et en même temps qu'il ne fallait pas gommer notre héritage. Vous faites du en même temps. Et votre flop, Azilis, de la semaine? Et mon flop, c'est la destruction des 39 menhirs à Carnac, absolument remplacé par un monsieur bricolage. Donc c'est affligeant. Il y a plein de petits scandales dans ce scandale. L'enquête est en cours, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais tout le monde se renvoie la balle, que ce soit le maire de Carnac, qui est quand même docteur en histoire et qui dit qu'il ignorait que c'était un site classé. Ça paraît dingue. Le gérant du supermarché quand même qui explique qu'il ignorait tout cela, et enfin ça paraît dingue, c'est terrible, et en plus Carnac c'est chez moi, donc je suis d'autant plus triste. Yves, votre top de la semaine? Mon top de la semaine, moi c'est une course automobile. Non pas que je sois un fan de l'auto, pas du tout. 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. On célèbre les 100 ans du 24 heures du Mans. Alors on va dire, ouais, mais sale pollueur. Non, d'abord parce que ça a une histoire personnelle et familiale pour moi, où j'ai toujours été à cette course pour des raisons familiales. Passion commune avec François Fillon, en tout cas. Première chose, ouais. Et la deuxième chose, c'est que les 24 heures du Mans, contrairement à ce qu'on peut dire, a énormément fait progresser justement l'automobile et la pollution, et la lutte contre la pollution. Quel est votre flop de la semaine? Charles de Courson. J'ai trouvé que c'était assez... L'opposant, son attitude dans le débat de la réforme des retraites était vraiment très étonnant. Lui qui prenait la retraite à 65 ans il y a encore 3 ou 4 ans. Alexandra. Et qui s'associe à des députés qui n'ont rien à faire avec lui. Alexandra, votre top? Mon top, c'est Mathieu Bellesi, un coup de cœur littéraire qui a remporté le prix du livre inter en début de semaine. Et vraiment, c'est un des plus beaux livres de 2022. Et ça raconte justement, on revient à l'Algérie, tout le monde devrait lire ça, les débuts de la colonisation française en Algérie. Ou au moins la double page en Libé, à minimum. Et votre flop, Alexandra? Mon flop, ce sont les Russes qui bombardent les gens qui sont obligés, la population qui est obligée d'évacuer les zones inondées par l'explosion du barrage.
démarrage. Jonathan, votre top, rapidement, s'il vous plaît. Non, pas mon Très top. rapidement, s'il vous plaît. Non, mais en plus, c'est la première fois que je fais un top sur un ministre du gouvernement. Ah, donc, ça, quand même, ça se fête. Ça fait plaisir. Non, sur Sébastien Lecornu, plus en anti-modèle que pour lui-même, mais sur la loi de programmation militaire, beaucoup de députés, évidemment non sans arrière-pensée, ont souligné sa capacité d'écoute, de dialogue et d'amendement de ce texte, qui évidemment engage la nation au-delà des clivages partisans. Donc voilà, beaucoup de députés ont salué son travail en disant que l'ensemble du gouvernement devrait s'en inspirer. Voilà, on savait que c'était un ministre très politique, il a plutôt fait le job sur ce sujet-là. Et votre flop de la semaine? Alors mon flop, c'est côté Rassemblement National, qui est pris en flagrant délit de mensonge. Je pense qu'on se souvient tous des images du défilé de l'ultra-droite le 6 mai avec... emmené par les gudards masqués, pression sur le RN à ce moment-là avec les liens assez anciens, amicaux et financiers entre le parti de Marine Le Pen et deux personnages, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, à la tête d'un prestataire qui s'appelle e-Politique. Donc évidemment, à écouter le RN, tout ça faisait partie du passé, plus aucun lien. Et on se rend compte par des révélations de France Inter hier que non seulement il y a toujours des liens, mais qu'au RN, on revendique que ces liens vont perdurer pour les prochaines européennes. Merci à tous les quatre. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Un énorme salut à vous derrière votre écran. Un immense merci, puisqu'on me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsena.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.